Super. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour assister à ce talk sur Cloud Code et Xcode Build MCP. Ce soir, on verra ensemble comment on accélère le développement iOS grâce à l'IA chez Conto, quelles ont été nos difficultés, comment on les a solutionnées et quels sont nos prochains défis dans ce monde où tout va encore plus vite pour les développeurs. Donc moi, c'est Julien, je suis développeur iOS depuis maintenant une dizaine d'années et au travers de mon parcours, j'ai eu l'opportunité de bosser dans des entreprises comme Webedia, Shopnium, Swile et dernièrement Conto depuis maintenant 3 ans. Chez Conto, je fais partie de l'équipe Customer Engagement. C'est l'équipe qui va s'occuper, entre autres, de la sécurité et de la rétention de nos utilisateurs. Conto, c'est plus de 600 000 clients répartis dans 8 pays en Europe. On est plus de 1600 Contoers pour 80 nationalités différentes, dont environ 400 uniquement dans la tech. Côté mobile, on est autour de 140 ingénieurs, dont 70 sur iPhone et 70 sur Android. Et ce soir, on va parler du projet iOS. Ce projet, c'est plus d'1 million de lignes de code réparties dans plus de 150 modules. Et donc, c'est dans ce contexte, il y a environ 1 an et demi, qu'on s'est posé la question de comment accélérer le développement iOS grâce à l'IA dans une codebase aussi large. On a testé les différents outils, différents agents, mais on s'est rapidement retrouvé confronté aux difficultés de l'usage de l'IA dans des projets complexes comme celui d'iOS pour Conto. Quelles ont été ces difficultés? Donc, voici les principales difficultés qu'on a rencontrées au cours de ces derniers mois. Pas de possibilité simple de récupérer les logs de build ou de runtime. Pas de support pour interagir avec le simulateur ou un appareil physique. Pas de possibilité pour l'IA d'implémenter des designs sans, par exemple, envoyer des captures d'écran manuellement, ce qui rendait l'implémentation inefficace et aléatoire. Et enfin, pas d'interface standardisée pour invoquer des actions dans Xcode, même si aujourd'hui, on a un support depuis la Xcode 26.3 avec un serveur MCP, mais on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Une des solutions à tout ça, ça a donc été Xcode Build MCP. C'est un projet open source développé par Cameron Cook, que l'on va détailler un peu plus après. Mais d'abord, parlons du protocole MCP. Le modèle Context Protocol, c'est un protocole ouvert qui sert à standardiser la façon dont les modèles d'IA communiquent avec des outils et des services externes. Le protocole a été lancé par Anthropic fin 2024 avec une idée assez simple. Aujourd'hui, connecter une IA à un outil demande souvent une intégration spécifique à chaque fois. MCP essaie de résoudre ça en proposant un standard commun. On peut voir plus ça comme un USB-C pour les agents IA. En pratique, ça permet à une IA comme Claude de découvrir des outils automatiquement, comprendre ce qu'ils savent faire, puis les utiliser de manière structurée. Ça peut être des API, des bases de données, des outils de dev, des services internes ou même des environnements locaux comme Xcode. Dans notre cas, Xcode Build MCP expose des actions comme lancer un build, démarrer un simulateur ou valider une feature directement via MCP. Et du coup, Claude peut piloter tout ça quasiment comme un développeur dans sa boucle de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, MCP commence à être adopté assez largement dans l'écosystème tech. Le protocole est open source et il y a de plus en plus d'outils compatibles, GitHub, Slack, Notion, Figma, Postgre, des outils DevOps. Plein d'acteurs commencent à proposer leur propre serveur MCP. On sent qu'il y a une vraie tendance autour de ça. Plutôt que d'avoir des agents IA complètement fermés et spécifiques à une plateforme, ça serait l'enfer. L'idée, c'est d'avoir un standard partagé où les outils deviennent naturellement utilisables par les IA. Et c'est aussi ce qui rend des workflows comme Cloud Code avec Xcode Build MCP aussi puissants. L'IA ne se limite plus à générer du texte ou du code, elle peut vraiment interagir avec l'environnement de développement et automatiser une partie entière du workflow. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le concret, parlons de Xcode Build MCP. L'idée derrière ce serveur MCP, c'est d'exposer les capacités de Xcode sous forme d'outils MCP que Claude peut utiliser directement. Au lieu d'avoir une IA qui se contente de générer du code à l'aveugle, Claude peut réellement interagir avec le projet iOS, lancer des builds, démarrer un simulateur, exécuter des tests, récupérer les erreurs de compilation, analyser les logs, etc. et ensuite itérer dessus automatiquement. Donc, on passe d'un simple assistant de génération de code à une boucle beaucoup plus autonome et beaucoup plus proche du workflow réel d'un développeur iOS. Par exemple, Claude peut générer une feature SwiftUI, lancer le build, voir qu'il y a une erreur de compilation, corriger le code, rebuild, puis continuer jusqu'à quelque chose de fonctionnel. Et ce qui est super intéressant, c'est que tout ça se fait directement via les outils exposés par MCP, les tools, sans avoir besoin de créer des intégrations custom complexes entre l'IA et Xcode. Dans notre workflow, ça devient particulièrement puissant parce qu'on combine ça avec des guidelines internes et des skills spécialisés. Par exemple, un skill qui connaît nos design tokens, donc le design system, un skill qui comprend nos patterns de navigation, ou un skill dédié aux migrations SwiftUI ou à la modularisation. Du coup, Claude ne travaille pas juste avec du Swift générique, il comprend réellement une partie des conventions de l'architecture de projet, nos guidelines à Conto.
Et à l'échelle d'une grosse code base modulaire, ça change beaucoup de choses, parce que des tâches qui étaient assez répétitives, créer du boilerplate, migrer des écrans, corriger des erreurs de build, adapter des composants, deviennent beaucoup plus rapides. Ensuite, il y a toute la partie configuration du serveur dans le projet. Xcode Build MCP fournit un outil en ligne de commande, qu'on peut voir ici, avec un assistant de configuration qui permet de mettre en place assez facilement les différentes briques du serveur. Mais ici, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les workflows qu'on voit à l'écran. Un workflow, je pense que c'est un peu petit, mais c'est pas grave, je vais vous décrire. Un workflow, c'est simplement un ensemble d'outils que l'agent pourra utiliser à travers le serveur MCP. En gros, ça définit les capacités auxquelles Claude aura accès dans le projet. Dans notre cas, chez Conto, les deux workflows les plus importants, c'est logging et UI automation. Le workflow logging permet de récupérer tout ce qui concerne les logs du simulateur et de l'application. Donc, quand un build échoue, qu'une erreur runtime apparaît ou qu'un crash survient, Claude peut directement lire les logs et s'en servir pour comprendre ce qui se passe. Et ensuite, il y a UI automation, qui est particulièrement puissant parce qu'il permet à l'agent d'interagir directement avec le simulateur. Concrètement, Claude peut envoyer des gestures, naviguer dans l'application, appuyer sur des boutons, faire défiler des écrans, prendre des screenshots, etc., comme on le ferait tous à la main. Donc, on ne parle plus seulement de génération de code. L'agent peut réellement observer et manipuler l'application en cours d'exécution. Et c'est ça qui rend la boucle de développement beaucoup plus intéressante parce qu'on peut aller jusqu'à de la validation quasi end-to-end directement depuis l'agent. Passons maintenant à une petite démo. Donc, chez Conto, chaque module feature embarque sa propre example app, donc c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est une mini-application autonome qui permet de lancer n'importe quel écran du module isolé du reste de l'app principale. Concrètement, c'est un écran d'accueil qui liste des scénarios. Chaque scénario est une entrée tapable qui construit un écran avec des dépendances moquées, service, use case, feature flag. Pas besoin de se loguer, de naviguer dans 5 flows ou d'avoir le bon état serveur. On tape, l'écran s'ouvre dans l'état voulu. Ici, on va parler de Movable Payments. C'est une feature qui aide nos clients à migrer leur activité vers Conto progressivement. On détecte automatiquement les paiements récurrents, abonnements, etc., qui arrivent encore sur leur ancienne banque. Et on leur propose une checklist pour basculer ces paiements vers Conto. Pour cette feature, je vais avoir plusieurs scénarios. Chaque état visuel est accessible via notre example app qu'on est en train de voir. Côté Claude, on a même un skill dédié qui construit automatiquement un nouveau scénario quand on ajoute un écran. Donc, à chaque fois qu'un écran va être buildé, hop, automatiquement, il va nous proposer d'ajouter un scénario et on pourra le tester directement et rapidement. Maintenant, je vais demander à Claude de vérifier visuellement que mon écran correspond bien au design Figma. Voici donc le prompt. Pour exécuter ce prompt, Claude va orchestrer 2 serveurs MCP. Donc, le premier, Xcode Build MCP, pour piloter le simulateur iOS. On va avoir une liste d'outils qui vont être utilisés dans cette démarche. Donc, le premier, ça va être list sim, boot sim, pour s'assurer qu'un simulateur est prêt. Après, on va avoir par exemple Launch App Sim qui va lancer le Bank Account Module Example. Donc, c'est l'exemple app qu'on a vu juste avant. Le tool Screenshot et Snapshot UI. Parce qu'en fait, ils ne se contentent pas juste de faire des screenshots. Il y a aussi, ils récupèrent la hiérarchie d'accessibilité de l'application. Donc, ça lui permet de très précisément pouvoir taper sur des boutons sans aller automatiquement juste lire l'image ou des fois, ça pourrait être aléatoire selon la résolution, etc. L'outil Tap pour toucher l'icône de l'app, puis le scénario, etc. pour arriver sur le bon state que l'on souhaite, les gestures et j'en passe. Et ensuite, le deuxième serveur, c'est Figma MCP pour récupérer le design qui est notre source de vérité. Donc, on va utiliser principalement 2 outils. Un qui va se baser sur chacun des liens Figma qu'on lui fournit pour envoyer donc les screenshots et les design tokens. Donc, ça va être les couleurs, le spacing, la typographie de notre écran. Et un deuxième qui va mapper ces tokens Figma sur nos tokens de notre design system. La démo, est-ce qu'elle se lance automatiquement? Non. Voilà. Donc là, en fait, on vient d'ouvrir l'example app. Au milieu, bon, c'est un peu petit, mais c'est les maquettes Figma de l'écran qu'on veut. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il est en train de naviguer dans l'example app en faisant des screenshots et en tapant automatiquement sur les bons menus pour arriver sur l'écran qu'on veut. On peut voir qu'à chaque étape, donc, il prend un screenshot, il fait des tapes, il refait un screenshot, il vérifie qu'il est au bon endroit. Et une fois qu'il est sur le bon écran, qu'il dit « OK, là, c'est bon, je suis là où tu m'as demandé d'être », il va appeler Figma. Il va récupérer le premier screenshot, donc c'est le premier écran qu'on voit en haut. Il va le renommer, il va l'appeler Instructions. Il le télécharge. Voilà. Non, c'est pas là. Voilà, donc là, on voit qu'il est en train de le renommer. Et en fait, il va faire la même chose pour le drawer. Ce qu'il va faire, c'est qu'après avoir récupéré le Figma, il va refaire la même manip, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le drawer en appuyant sur Show Select Card, pardon. Donc là, le drawer est ouvert.
et il recommence. Il fait un screenshot de l'example app, et cette fois, il va rappeler Figma pour prendre la deuxième maquette et pouvoir comparer ce deuxième state dans le state. Parce qu'en gros, du coup, on a un écran, mais on a à la fois l'écran qui est tel qu'il est et quand le drawer est ouvert. Et à la fin, je lui dis, une fois que tu as vérifié que tu as tout fait correctement, ferme le drawer en appuyant sur le background. Et c'est ce qu'il ne va pas tarder à faire quand tu auras fini de télécharger les maquettes. Donc là, on voit qu'il est en train de lire la capture d'écran qu'il a pris de Figma pour le drawer. Donc, il tape, là, c'est bon, il vient de fermer l'écran. Il refait un screenshot. Il dit là, OK, c'est bon. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un compte rendu. Il va dire, en fait, tout ce qui est aligné selon lui. Et tout ce qui va être un peu différent de ce qu'il y a sur Figma, il va le dire juste après. Ce serait bien que je puisse mettre pause. Je ne pourrais pas, je pense, de là. Si, peut-être. Attendez. Si je vais pouvoir le faire. Je veux juste remettre à la fin en pause. Voilà. Donc là, en fait, on voit que dans les minor notes, il a détecté une légère différence entre ce qu'on voit, là, vous ne le verrez pas, mais la troisième section, là, il y a écrit « Back from Netflix ». Il y a un petit 3 au début. Après, c'est ajouté par des clés de localisation, la traduction. Et en fait, sur la maquette, elle n'y est pas. Et donc ça, il l'a vu. Et potentiellement, c'est un tout petit truc que nous, on ne verrait pas et ça pourrait créer des problèmes. Donc en fait, il nous dit juste, par contre, fais gaffe, sur le Figma, il n'y a pas le 3 sur cette section. Vérifie si ça a été intentionnel du côté du design ou pas. Et donc comme ça, après, on peut itérer, voir où c'est qu'il y a eu l'oubli ou pas, etc. Donc très pratique. Bon, là, ce n'est pas un écran très complexe, mais on peut s'imaginer qu'on fait ça pour littéralement tous nos flows aujourd'hui. Voilà. Je retourne sur la présentation. Maintenant, voici le workflow qu'on utilise chez Conto quand on doit livrer un nouvel écran. Donc, tout part de moi. Un prompt en langage naturel, le lien Notion vers les specs et le lien Figma vers le design. Je ne copie-colle rien, je donne juste les URL. Premier maillon, 2 MCP en parallèle, donc Notion MCP qui récupère les specs, les critères d'acceptance, les edge cases. Figma MCP ramène le design contexte, le screenshot, la hiérarchie et surtout les design tokens, donc comme on a dit, couleur, spacing, typographie, déjà mappé sur notre design system. Claude entre dans la phase de code avec une compréhension complète du pourquoi et à quoi ça doit ressembler. Ensuite, premier skill, c'est, vous ne voyez pas parce que c'est trop petit, mais SwiftUI, Screen Creator et Scaffold Module. Donc, il va créer le module et en une commande, je récupère les 5 fichiers essentiels à la création d'un écran chez Conto. Donc, ça va être des trucs du style Module Builder, UI Model, etc., View, etc. C'est notre architecture qui est imposée. Le skill garantit qu'en gros, on ne dévie pas, quoi. Ensuite, on a Build SwiftUI Screen Content plus Design Token Migrator. Là, Claude construit le contenu de l'écran avec nos composants UI. Il ne réinvente rien. Il assemble notre design system. En parallèle, le Design Tokens Migrator veille à ce qu'aucune valeur numérique ne traîne en dur. Tout passe par le Design Token, c'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur en dur. C'est vraiment, tout doit passer par nos types internes qui sont contenus dans le design system. Ensuite, un autre skill, cette fois Presenter View Model plus Coordinator Flow Manager. C'est un peu technique, je suis désolé. Mais c'est le moment où on va câbler la logique. Le View Model, en fait, il expose un état, il gère les events utilisateurs, il délègue la navigation à un Flow Manager. Le coordinateur orchestre les transitions vers un drawer, un deep link ou un écran suivant. Ces deux skills, ils servent à respecter la séparation View, State, Navigation. Arrive après le Regenerate DI plus Unitest, donc c'est encore un autre skill qui, lui, va s'occuper de la phase qualité. Il va relancer une commande pour régénérer l'injection de dépendance si nécessaire, et Unitest, il crée ou il met à jour des tests unitaires, là aussi, si nécessaire. Ensuite vient Xcode Build MCP, donc cette fois, on est sur un serveur MCP, et là, c'est le moment où Claude contrôle le simulateur. Le serveur est build, il lance l'app, il prend les screenshots comme on a vu avant, il capture la hiérarchie de vue et la flèche que vous voyez au milieu, Iterate on Visuals until Pixel Perfect, c'est la boucle clé. Claude compare son screenshot avec le Figma, détecte les écarts, un padding, un radius, une couleur, repart corriger l'étape avec Build SwiftUI Screen Content, rebuild, recompare, et tout ça sans intervention humaine. À la fin, une fois que tout est OK et qu'on est Pixel Perfect, on a un dernier skill qui s'appelle Simplify et un autre qui s'appelle Prepare PR, qui sont deux skills pour moi qui sont un des plus pratiques aujourd'hui qu'on a à Conto. C'est le premier, Simplify, il va relire le div Git, il va optimiser le code. C'est-à-dire qu'à la fin, il va supprimer les abstractions qui seront prématurées ou les commentaires inutiles, etc. Puis, Prepare PR, lui, il va rédiger le titre, la description, le test plan, et il va carrément aller ouvrir la PR lui-même via l'outil ligne de commande de GitHub. Ce qui est intéressant ici, c'est que chaque case verte est une guideline Conto qu'on a capturée une fois et qu'on rejoue à l'infini.
Les MCP apportent le contexte du monde extérieur, Notion, Figma, le simulateur, et Claude orchestre. Mon rôle à moi, c'est l'input à gauche et la review de la PR à droite. Le reste, je le supervise. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est notre quotidien aujourd'hui à Conto. Maintenant, je vais vous parler de 3 chantiers en cours pour aller plus loin, toujours chez Conto. En premier, les orchestrators et les multi-agents. Aujourd'hui, on enchaîne les skills séquentiellement, un écran, un agent, un thread. Ça marche très bien pour une feature isolée, mais ça scale mal dès qu'on parle d'un chantier transverse, comme par exemple migrer 50 écrans UIKit versus UI ou refactorer une couche spécifique de l'application. On explore donc les orchestrators. C'est un agent chef d'orchestre qui reçoit un objectif, le découpe en sous-tâches indépendantes et lance plusieurs agents en parallèle. Chacun sur son module, son écran, sa slice. L'orchestrateur surveille, agrège les résultats, gère les conflits et présente un seul rapport consolidé. Concrètement, on pourrait dire migre tous les écrans de X modules vers la nouvelle architecture et l'orchestrateur il va transmettre à X sous-agents et chacun va ouvrir à la fin une PR. C'est ce chantier-là qui va nous permettre de scale dans une code base aussi large que celle de Conto. Et c'est ce qu'on est en train de faire notamment pour migrer tous nos écrans UIKit versus UI. Aujourd'hui, je crois qu'on est déjà arrivé à 50% de la code base qui a été migrée, en partie aussi grâce à ça. Deuxième chantier, on migre toute notre doc technique iOS en Skills Cloud. Pour moi, c'est un des chantiers les plus primordiaux parce qu'aujourd'hui, notre doc, elle vit dans Notion ou dans des README, ce qui peut rendre difficile dans certains cas le fait d'avoir une façon de coder uniforme pour tous les développeurs. Et en la transformant en skill, comme ce qu'on a vu précédemment, on obtient donc 2 choses pour le prix d'une. On a une doc qui est exécutable par Claude sur les bons triggers et une doc toujours à jour parce qu'on la teste à chaque PR. La doc devient donc un outil et pas une page Notion que l'on risque d'oublier et de ne plus retrouver. L'objectif, que n'importe quelle guideline Conto soit applicable par Claude sans qu'on ait à la rappeler dans chaque prompt. Et enfin, dernier chantier, le 3e chantier, pousser la review automatisée de PR. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est bien tout ça, on va beaucoup plus vite, mais aussi ça bouchonne sur GitHub ou GitLab ou ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est pas extensible en termes de capacité de review. Et donc, il va falloir trouver des solutions. On a déjà un skill review et un security review. La suite, ça va être déjà des agents spécialisés et systématiques. J'insiste sur le systématique parce qu'on l'a déjà mis en place, mais aujourd'hui, on doit les lancer manuellement si on veut que Claude ou whatever nous fasse une review sur une PR. Et cette fois, ça sera systématique pour chaque PR avant un humain. Un agent architecture qui vérifie qu'on respecte la séparation, view presenter, coordinateur, blablabla. Et un agent design system qui repère les valeurs en dur, etc. etc. L'idée, ce ne sera pas totalement de remplacer le reviewer humain. Ça va être juste de lui livrer une PR qui est déjà nettoyée des erreurs classiques pour qu'il se concentre sur ce qui compte vraiment, comme le design produit ou le sens d'une feature. Donc, on va aller progressivement sur le moins d'intervention possible humaine, mais en fonction en fait, des applications. Pour l'instant, on ne peut pas trop se passer de ça. On est quand même obligé de checker parce qu'on est responsable du code qu'on envoie en prod, même si ça a été fait par de l'IA. Qu'est-ce que j'ai appris durant ces à peu près 1 an et demi? Avant de finir, donc, je voulais prendre du recul. Ça fait un peu plus d'1 an que j'utilise donc tous ces outils au quotidien. Et voici les 3 choses que j'ai apprises. La première chose que j'ai appris, c'est que, et c'est aussi ce que notre CTO a posé comme cap, on passe moins de temps sur le quoi et le comment et beaucoup plus sur le pourquoi. Depuis que Claude fait du code rapidement et très souvent mieux que nous, ce que moi j'apporte, c'est comprendre le besoin client et choisir le meilleur moyen d'y répondre. En une phrase, j'oriente, l'IA exécute, mais comme je disais juste avant, je reste responsable du code qui part en prod. La deuxième chose, un agent vaut ce que vaut son contexte. Et retenez bien ça, parce que pour moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué. C'est pour ça qu'on a investi dans les skills, dans les MCP, que ce soit Notion ou Figma, dans les points MD à chaque niveau du repo, dans tous les modules. Un prompt qui manque de contexte produit du code générique qu'on jette. Un prompt avec la spec, le design, les conventions, les contraintes, produit du code qu'on merge. Et le travail s'est déplacé. J'écris certes moins de code, mais j'écris beaucoup plus de contexte. Spécification, commentaires expliquant le pourquoi, guidelines formalisés en skill, comme on a vu avant. Et c'est un investissement, clairement, mais qui va permettre que chaque skill écrit aujourd'hui économise des centaines de prompts demain, pour moi, mais aussi pour mes collègues. Et enfin, troisième chose, on est encore en exploration. Clairement, on n'a pas les réponses définitives. Chez Conto, on a lancé plusieurs chantiers en parallèle pour évaluer ce qui accélère réellement
le développement iOS sur un projet aussi grand. Donc, les skills, encore une fois, pour nos guidelines, c'est l'MCP pour brancher Claude sur Notion, Figma, Xcode, les orchestrateurs pour paralyser les chantiers, etc., etc. Les outils, ils évoluent vite. Certaines approches qu'on adopte seront peut-être à revoir dans quelques mois. Et il faut aussi accepter de défaire ce qu'on vient de faire. Et c'est pas facile. Et ça demande un effort réel d'investissement continu. Mais c'est aussi ça qui rend la période intéressante. On n'applique pas un modèle préexistant. On essaye de définir ce que sera notre métier dans les années qui viennent. Personne dans l'industrie n'a la réponse complète aujourd'hui. Et donc, ça laisse une marge de manœuvre pour expérimenter, mesurer et contribuer à ce qui deviendra peut-être la norme. Merci à Conto de m'avoir aidé sur cette slide. Merci à Tids et à Greg pour avoir organisé l'événement. Et merci à vous de m'avoir écouté. Dernière petite chose, on recrute. Je vous laisse scanner le QR code si vous le souhaitez. Il n'y a pas que pour la tech, je précise. Donc, il y a un peu tout. Et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, c'est mon lien de parrainage. Donc, venez m'envoyer des messages. Venez sur LinkedIn ou où vous voulez. Mais vraiment, on recrute pas mal. Donc, vraiment dans beaucoup de métiers différents dans la tech, mais pas que, comme je le disais. Voilà, merci. Et du coup, ce sera les questions. S'il y en a. J'espère qu'il y en aura. T'as vraiment un lien de parrainage sur les recrutements? Ouais. C'est dingue, ils sont forts. C'est fou. Hein. Ils sont forts. Parce que, mine de rien, je sais que peut-être qu'on est un peu, comment dire, malgré l'IA, ouais. On recrute toujours beaucoup. Vous êtes très nombreux, vous êtes quoi, 1500? On est 1800. 1800, ouais. Et même encore sur mobile, ça recrute, quoi. Ouais. Senior, staff, etc. Donc, voilà. Ça fait plaisir à entendre par les temps qui courent, on va pas se mentir. C'est pour ça, il faut en profiter. Oui. Ouais. Tiens, hop, alors, il y a deux petits micros, un pour le stream, un pour l'autre. Eh ben, Kevin, Dev Mobile, merci pour la presse, c'était top. J'ai plein de questions, je vais en garder que 3, sinon je vais prendre la parole trop longtemps. Dans le workflow que tu as présenté, est-ce que, alors déjà, la question d'avant, c'est est-ce que vous avez un skill pour l'accessibilité et est-ce que vous l'avez testé dans le workflow? Et est-ce que, du coup, via l'Accessibility Inspector, c'est possible avec Xcode, avec le workflow que vous avez testé? Alors, c'est possible. Je sais qu'on a des docs là-dessus, mais très honnêtement et de manière très transparente, vu que c'est encore un chantier qui est en cours, on n'a pas encore créé le skill pour l'accessibilité. Okay. Mais ça va venir, parce qu'on a déjà des guidelines sur Notion pour ça, et que oui, c'est sûr et certain, on va avoir ce skill prochainement, et on pourra s'en servir, que ce soit dans Xcode depuis Xcode 26.3, avec le mode agent ou Visual Code, ou Visual Studio, pardon, ou ce qu'on veut, quoi. Donc, yes. Pas encore, mais c'est prévu. Ouais. Ok, top. Est-ce que je peux squatter le micro encore? Je pense, ouais. Vas-y. Et tu parlais de la suite là, avec les orchestrators et tout ça. Est-ce que vous avez une idée des frameworks que vous allez tester? Enfin, vous avez déjà des pistes? Ouais, on en a parlé pas plus tard que ce matin. Il y a différents outils qui sont en cours de test. Et je veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus des noms. Je sais qu'il y en a deux qui vont permettre de manipuler plusieurs agents à la fois avec un qui orchestre le tout. Et on a aussi des petits outils sympas pour notamment Dynamic. Je crois que c'est Vibe Island ou un truc comme ça qui permet de surveiller un peu tout ce qui se passe quand on demande des permissions, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas. Enfin, en tout cas, pas sur mobile. Je n'ai pas trop regardé comment c'était, plus côté back-end ou front web, mais ça en teste. Mais sur mobile, c'est moins évident, parce que c'est ça qu'on voyait ce matin. On a eu une presse en interne sur ça, des gens qui ont testé. Ça va être utile, comme je disais tout à l'heure, par exemple, sur des gros chantiers de migration où on va avoir beaucoup d'écrans, par exemple, à migrer du iKit à SwiftUI. Ça, c'est un bon exemple. Mais sinon, sur mobile, voilà, c'est pas non plus tous les jours qu'on va avoir un chantier immense de migration, et ça va peut-être plus arriver pour les stacks back-end, par exemple. Ouais, ou alors voilà. si tu pars du début de la feature jusqu'à la fin, tu as, typiquement avec Cloud Code, tu as un framework que je teste un peu en ce moment là, qui s'appelle Get Shit Down et qui te permet justement d'itérer phase par phase. Alors, tu parlais de faire PR par PR. Là, tu descends carrément au commit. Tu peux faire commit par commit. Ouais. Et du coup, ça va orchestrer plusieurs agents aussi. Et ça va permettre de bien spécifier ce que tu veux. C'est un peu moins lourd que SpecKit, par exemple, que tu peux avoir aussi. Ouais, SpecKit, je sais qu'on l'a aussi. Pareil, c'est un truc qui est en test. Mais moi, en tout cas, de manière transparente, pour l'instant, j'ai ce workflow-là. Donc, c'est très séquentiel. Mais oui, après, c'est compliqué. Ce qu'on disait aussi ce matin, au plus on va ajouter de choses en parallèle, au
plus la charge mentale, elle va être Mais c'est clair. énorme. Non, mais quoi. clairement, Donc, ouais. il y a ça aussi qu'il faut mesurer. Moi, j'aime bien quand même si je le laisse faire, regarder ce qui est en cours, parce que c'est moi aussi en partie derrière qui les review, même si on a des reviewers autres que nous-mêmes. Et il faut qu'on suive quand même. Et les journées s'allongent pas, ouais, clairement. Voilà, exactement. Ouais. Clairement, une de notre plus grosses problématiques, là, même pour le CTO lui-même, je sais qu'il est actif sur ça, c'est la question des reviews. On va avoir un goulot d'étranglement et il faut qu'on y réponde, parce que c'est pour ça d'ailleurs que GitHub se prend que des incidents en ce moment. J'ai vu des chiffres complètement délirants où en fait on est passé de je ne sais plus combien de millions de commits à des centaines de millions. Et en fait, c'est pour ça qu'ils se prennent des downs toutes les 5 minutes. Et on le voit même nous dans notre repo, où en fait par jour, c'est des dizaines et des dizaines de nouvelles PR, rien que sur le repo iOS. Donc, il faut vraiment répondre à ça aussi. Ouais. C'est bien d'aller vite, mais il faut quand même au minimum contrôler le truc, quoi. Ouais, clairement. Et dernière question, après je lâche enfin le micro. Justement, sur un talk qu'avait fait Floris, quelqu'un avec qui je bosse chez SQLi, il a fait quelque chose sur les reviews par agent. On a fait plein de tests chez SQLi là-dessus, et il y a notamment des outils externes aussi qui existent, comme GrepTile, qu'on a pas mal poncé, et qui est vraiment cool. Et là, typiquement, maintenant, sur les petits projets, on fait une review par un humain, une review par IA directement à GrepTile. Et même sur les plus gros, on met tout le temps maintenant une review par IA aussi. Ouais, c'est l'idée, c'est que, comme je disais, c'est au moins de le rendre systématique, quoi. Ouais, au moins, on voit après si on ose ou pas carrément le laisser en full autonomie, quoi. Faut voir. C'est vraiment à fond là-dessus. J'ai pas encore trop de réponses, malheureusement, sur qu'est-ce que va être la suite par rapport à ça. Merci, c'était top. Merci beaucoup. Une petite question des internets et je te passe la mayonnaise de suite. Alors, il y avait une question des internets sur est-ce qu'il arrive qu'il y ait des conflits? Alors, je ne savais même pas si c'était possible, des conflits dans les skills. Et si c'est le cas, comment vous gérez ça? Ça voudrait dire un skills qui va un peu se chevaucher avec un autre. Je te donne la question telle que je l'ai dit. Non, mais merci. je vois à peu près. Alors, aujourd'hui, on a déjà pas mal de skills. Je pense qu'on doit en compter au moins autour d'une centaine. Ça va s'augmenter pas mal parce qu'on vraiment on peut se débarrasser de la doc qu'on a en dur sur Notion. Et je pense pas, c'est vraiment mon avis personnel, parce que c'est ce que j'ai vu sur les dernières features que j'ai développées, que même si deux skills se ressemblent pour certains aspects, parce que ça reste des documentations, en fait, des fichiers .md, je pense que le seul truc qui va se passer, c'est que ça consommera un peu plus de tokens. Parce qu'attention aussi, plus on a de contexte, plus on a de serveurs MCP, plus on a de skills, etc., plus ça coûte cher en entrée. Donc, c'est quand même un truc auquel il faut faire attention. Donc, à part, je pense, le coût qui sera un peu plus élevé, Cloud ou quel que soit l'agent, que ce soit GPT ou voilà, seront assez smart pour en faire un tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conflit comme on l'entend au niveau du code, quoi. Même s'il y a des trucs qui se répètent un peu entre deux skills, il va le comprendre le truc et non, je pense pas que ça créera de soucis, non. Si c'est ça la question, en tout cas, je pense que non. Ouais, ça marche. Janice. Du coup, salut Julien, tu nous as parlé de Xcode Build MCP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Xcode MCP? Bien sûr. Et d'ailleurs, sur la partie configuration qu'on a vu un peu au début, au moment où j'ai commencé à parler de Xcode Build MCP, ils ont été assez malins, les gars. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est géré par Sentry. Enfin, c'est toujours open source, mais le gars qui a créé l'outil bosse chez Sentry. Donc, c'est devenu beaucoup plus costaud, etc. Et c'est assez cool parce qu'ils ont vu évidemment que maintenant Apple gère eux-mêmes, ont créé un serveur MCP directement intégré dans Xcode. Il y a des limitations, comme le fait notamment de ne pas pouvoir malheureusement encore interagir avec le simulateur. Il y a des choses qui sont cool, comme pouvoir accéder aux app preview, par exemple. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à Xcode Build MCP, c'est qu'on peut faire un bridge. C'est-à-dire qu'on va mixer tous les tools qui sont fournis par Xcode Build MCP avec ce qui est fourni par Apple. Donc, en gros, on connecte un seul serveur MCP à notre agent et on accède à la totalité des outils sans devoir connecter les deux serveurs l'un à côté de l'autre. Donc, c'est complémentaire. Mais je t'avoue que je ne me suis pas encore trop servi du serveur officiel d'Apple, même si c'est déjà très cool ce qu'ils ont fait. Ouais. Voilà. Super. J'ai peut-être encore une autre question. En fait, j'en ai deux. Vas-y. La dernière, elle sera courte normalement. La question, c'est tout le parcours que tu nous as montré, c'était surtout pour iOS. Oui. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez exactement le même workflow pour Android avec des petites variantes ou vous avez fait quelque chose de complètement différent?
Ouais, non, et c'est une super question. C'est pour ça que j'en ai profité pour venir à ce meet-up-là. C'est que là, oui, on parle un peu plus d'iOS, mais clairement, c'est un truc qui s'applique à toutes les stacks. Et côté Android, ils n'ont peut-être pas du Xcode Build MCP pour gérer les émulateurs de leur côté, etc. Mais au final, c'est la même chose. Ils ont des skills, ils ont les mêmes chantiers que nous pour pouvoir avoir leurs propres skills par rapport à leur projet Android. Et le résultat sera le même, en fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est même plus facile pour eux parce qu'eux, ils n'ont pas été bloqués, entre guillemets, par Xcode avec Android Studio, évidemment. Et donc, ils sont même plus avancés que nous, je pense. Je ne pourrais pas dire exactement, mais en tout cas, ça sera le but, c'est d'être ISO sur ces pratiques-là, sur toutes les stacks. Quoi. D'accord. Voilà. Et puis, dernière petite question. Combien coûte un Julien en token Cloud Code par mois, tu le sais? Franchement, en vrai, non, en vrai, c'est une excellente question. On a des dashboards, on s'amusait à créer des dashboards en interne pour voir un peu par développeur qui c'est qu'il faut les tuer en premier s'il utilise trop de tokens. Et ça va dépendre. On a accès vraiment à tous les modèles, que ce soit Anthropic ou même au côté OpenAI. Et c'est sûr que oui, on est allé tester des Opus 4.7 en mode max, effort max, etc., avec 1 million de tokens en entrée. Je pense que selon ce que tu fais, tu peux facilement, ça peut coûter au moins entre 100 et 200 $ par jour pour une feature. Ouais. Okay. Mais par contre, le résultat serait impeccable. Après, voilà, il faut tester parce que tu n'auras pas. Ce qui compte au-delà du prix, c'est que tu n'auras clairement pas le même résultat entre un Opus 4.7 par exemple et un Sonnet. Moi, je me sers vraiment d'Opus 4.7, que je sais, il y a des gens qui l'ont un peu critiqué parce que ça arrivait qu'il y ait des semaines où ils faisaient un peu n'importe quoi. Mais clairement, ça ne produit pas les mêmes résultats que les modèles qui vont être plus rapides. Là, je sais que la feature dont j'ai parlé tout à l'heure, la Movable Payments, franchement, honnêtement, on l'a fait en à peine 2 semaines. On aurait dû mettre au moins 1 mois à la faire si ça avait été à la même, quoi, au moins. Et je suis gentil. Voilà. Et chez Conto, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'on a un truc qui s'appelle le ContoWay, donc qui existe déjà depuis le début de la boîte, où en fait, même si avant, il n'y avait pas l'IA, si on a une feature qui va durer 4 semaines, en fait, sur les 4 semaines, on va peut-être coder à peine 1 semaine. Les 3 autres semaines, ça va être que de la spec, que des workshops, que de l'écriture de spec, etc. Comme ça, quand on arrive dans ce qu'on appelle la build phase, c'est carré. Et donc maintenant, en plus qu'on a l'IA, la fameuse build phase, elle va encore beaucoup plus vite, quoi. Okay. Voilà. Merci. Merci Yanis. Une petite question encore des internets. Est-ce que vous avez quelque chose pour mesurer l'impact avec les usages de l'IA MCP au quotidien, par exemple en termes de qualité de code, de vitesse, de delivery, etc. Qualité de code, vitesse, delivery, etc. C'est une excellente question. La réponse, c'est oui. On a beaucoup de dashboards, notamment sur Metabase, parce que faut savoir que nous, sur chacune de nos machines, c'est anonymisé évidemment, parce que le but c'est pas de fliquer ou quoi que ce soit. On a en fait des infos qui remontent du nombre de fois où on va builder, le temps que ça prend, etc. Et en fait, on agrège toutes ces informations avec d'autres infos, comme par exemple, je sais pas moi, la couverture de tests, etc. Et tout ça, en fait, toutes nos stats internes, elles vont remonter sur des dashboards Metabase. Et donc, oui, on est déjà capable de mesurer l'impact. Je t'avoue que là, dernièrement, je ne suis pas allé voir. Donc, mais c'est sûr et certain que même de toute façon, sans dashboard, on le voit déjà en fait qu'on va beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on nous permet d'accéder à ces modèles de manière assez libre, en tout cas pour l'instant, parce que l'impact, il est évident. Et voilà. Mais là, je ne suis pas allé voir les derniers dashboards, mais je suis sûr que ça existe. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Merci. J'ai une question déjà pour rebondir sur la question tout à l'heure sur la consommation. Du coup, est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose, on va dire, pour peut-être un peu réduire cette consommation à terme, vu que là, on voit que, par exemple, Copilot, au niveau de la conso de token, Claude, enfin Anthropic va sûrement suivre à terme. Est-ce que vous avez une idée déjà de comment vous allez faire ou pas du tout? Alors pour l'instant, encore une fois, de manière très transparente, on appelle à la responsabilité des développeurs. Okay. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vraie hard limit. On a des limites parce qu'il y a des paliers, des histoires de paliers, etc. Donc c'est pas non plus l'argent infini, quoi, en gros. Mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas encore carré sur tous les process qu'on peut mettre en place avec l'IA,
on essaye d'être le plus responsable possible nous-mêmes. Mais non, on n'a pas après de... Je crois pas qu'on ait vraiment de règles définies qui nous diraient, je sais pas moi, pas plus de X tokens par jour. Non, pour l'instant, non. Ok. J'allais dire plus peut-être dans la conso des skills, dans l'amélioration des skills. Ça, oui, évidemment, le but, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que même, encore une fois, pas que pour le prix. Ça sert à rien d'avoir un skill qui fait 6 km alors qu'il peut faire quelques lignes et qui va être autant efficace. Donc oui, au moment où on crée tous ces skills, etc., il faut les faire correctement. Et puis de toute façon, ils vont évoluer. Ça va être comme de la doc. Donc si on voit que les choses changent, etc., oui, on va s'assurer que ça ne devienne pas des bourbiers, quoi, les machins. Okay. Voilà. Et justement, par rapport aux skills, du coup, vous allez mettre en place, ou c'est déjà peut-être fait, les review agents. Ouais. Est-ce que vous avez un système d'amélioration automatique des skills par rapport aux reviews ou pas spécialement pour le moment? Est-ce que c'est en projet? Est-ce que vous avez l'idée de le faire? C'est une super question, mais non, je ne crois pas. Les skills, on les améliore nous-mêmes. Je ne crois pas que ça se fait encore de manière autonome. En tout cas, je n'ai pas connaissance après une review. Ouais. Ok, d'accord. Mais super point, j'avoue que ça peut être intéressant. Ouais. Merci. C'est tout pour moi. Merci bien. Merci beaucoup. Ah oui.